Par contre, il avait une particularité, son père, c'est que lui, il payait carrément des piscines aux communes pour acheter leur voix. Et ils font tous semblant de dire, entre guillemets, de dire qu'il faut aller voter, mais ils sont très contents quand il y a beaucoup d'abstention, parce que plus il y a d'abstention, plus c'est facile d'être élu. Avec le vote électronique, on ne peut pas recompter les voix. Une fois qu'on a truandé au premier tour derrière l'ordinateur, c'est fini. Philippe Pasco, bonjour. Bonjour. Vous avez été maire adjoint d'Évry, donc sous Manuel Valls, puis conseiller municipal, conseiller régional, président de la commission formation pro et apprentissage d'Île-de-France et chevalier des arts et des lettres. Vous êtes actuellement un administrateur de l'association citoyenne Anticor qui agit contre la corruption et pour l'éthique en politique. Vous avez fréquenté la plupart des élus politiques de premier plan et vous militez pour une transparence totale de l'exercice politique. Vous avez analysé dans vos livres 2000 politiques qui ont été condamnés ou mis en examen ces dernières années. Ce sont 2000 politiques que vous avez cités depuis 12 ans, en particulier dans Délit d'élus, Du goudron et des plumes, Mensonges d'État et Pilleurs d'État, encore et encore. On Ouais. rappelle, Et il y a aussi Allez vous faire foutre. c'est ça, et allez vous faire foutre, qui d'ailleurs continue à bien marcher en termes de vente. On rappelle que selon la SMALC, observatoire qui accompagne les collectivités et territoires depuis 50 ans, 2300 élus ont été ou seront poursuivis entre 2020 et 2026. Donc ce sont grosso modo 500 élus par an sur un total de 500 000 élus. Alors dans cette vidéo, vous allez parler des fraudes électorales qui représentent 10% des condamnations que vous avez repérées dans vos livres. Vous expliquez qu'il y a une multitude de façons de truander les élections, les deux principales étant de faire voter des faux électeurs et d'acheter des votes. Concernant les faux électeurs, l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement de Paris, dont le maire était Jean Tibéry, a été un cas emblématique. La justice a retenu plus de 200 faux électeurs et il y en aurait des milliers. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer l'histoire? Ah bah, c'est simple, c'était une consigne de Jacques Chirac à l'époque qui voulait que les départements, tous les arrondissements de Paris soient acquis à la droite. Et il avait chargé Jean Tibéry de monter un système, enfin, pas officiellement, et Tibéry l'a transformé, de monter un système pour que tous les électeurs des arrondissements où était Jean Tibéry, et où Jean Tibéry d'ailleurs était le patron, gagnent les élections. Donc il avait monté tout un système de faux électeurs, d'électeurs qui s'inscrivaient sur les listes, qui promettaient des places de crèche. Il y a même un endroit où je crois on a découvert 180 électeurs qui habitaient dans un immeuble qui n'existait pas. Ça a duré un paquet d'années, malgré les plaintes successives, malgré le fait que tout le monde était au courant, malgré le fait, et je tiens à le dire, c'est factuel, que le Conseil constitutionnel savait qu'il y avait truandage, mais a volontairement fermé les yeux sur cette affaire. Et on a mis, je crois, 21 ans à ce que M. Tibéry soit enfin condamné à une peine dérisoire pour tous les faux électeurs qu'il avait amenés sur le territoire de Paris. Je parle de M. Tibéry, mais sa femme était aussi très active sur le sujet. C'était des gens très très proches de M. Jacques Chirac. Oui, vous parlez également d'Anne-Marie Affret, qui a déclaré qu'elle risque 2 balles dans la peau si elle parle trop sur cette affaire. Ah bah oui, c'était pas simple à cette époque chez Monsieur Chirac. D'ailleurs, c'est pas simple aujourd'hui avec Monsieur Macron, mais Monsieur Chirac avait des méthodes des fois un petit peu brutales pour faire taire les gens. Et c'est vrai que Madame Affret a déclaré officiellement qu'elle préférait se taire plutôt que de prendre 2 balles dans la tête en parlant de justement des faux électeurs de Monsieur Tibéry. Ce qui est assez impressionnant, c'est que en fait, Jean Tibéry, ce qu'on oublie un peu, c'est qu'il a été en fait député de 1968 à 2012. Mhm. Ensuite, il a été maire du 5e et maire de Paris de 83 à 2004, et qu'il a été en fait seulement condamné, bah, définitivement, que en 2015. Ben oui, parce que Coluche le disait très bien, il y a ceux qui connaissent la justice et il y a ceux qui connaissent les juges. Monsieur Tibéry connaissait bien les juges. Et puis, ils avaient de très bons avocats. Et c'est le problème qui est en justice. Quand vous avez un très bon avocat qui connaît toutes les procédures, vous pouvez faire durer un procès pendant 20 ans. D'ailleurs, son procès à Monsieur Tibéry et sa femme ont duré une vingtaine d'années. Mais c'est pas le seul, hein, il y en a plein d'autres, hein,
qui ont duré un temps. Quand vous prenez, et j'en ai parlé dans mon dernier livre, quand vous prenez l'affaire de Monsieur Balladur et de l'ancien maire de Fréjus, Monsieur Léotard, c'est quand même une affaire qui a duré un paquet d'années pour une condamnation dérisoire par rapport aux faits incriminés. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que, bon, vous l'avez dit, là, que Jacques Chirac, en fait, avait baptisé son opération transfusion sanguine pour qu'il puisse remporter tous les arrondissements de Paris. Mais C'est en ça. fait, cette fraude électorale, en fait, est généralisée sur toute la France. Vous parlez, par exemple, dans votre livre, de Jean-Paul Aldouin, maire de Perpignan. Oui, mais c'est pas une fraude. Je veux dire, maintenant, il y a de moins en moins de fraude. Ah oui, c'est celui qui mettait de mémoire, c'est celui qui mettait des bulletins de vote dans ses chaussettes. C'est ça. Oui, c'est un des derniers qui a été malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, pris les mains dans les chaussettes parce qu'il truandait sur les élections. Mais je me rappellerai toujours en 2014, Manuel Valls était Premier ministre ou ministre de l'Intérieur. On avait découvert à quelques-uns un endroit, une petite ville en Corse, un petit village en Corse, où il y avait eu 110% de votants. 110% de votants. Les gens étaient tellement, tellement rapides qu'on ne les voyait même pas passer en déambulateur pour venir voter. J'ai averti le ministère de l'Intérieur, qui, bien entendu, s'est empressé de ne pas bouger. Mais la fraude électorale, il faut que vous le sachiez, dans les bulletins de vote est de plus en plus un épiphénomène. J'ai beaucoup plus peur aujourd'hui du vote électronique. Le vote électronique qui d'ailleurs est en train de s'instituer de façon générale sur toute la France et qui là va être un grand écueil à la démocratie parce que je vais vous donner un élément de langage, retenez-le bien tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, un vote de bulletin, on peut recompter les voix. Avec le vote électronique, on ne peut pas recompter les voix. Une fois qu'on a truandé au premier tour derrière l'ordinateur, c'est fini. L'élection est validée et le truandage est définitif. Donc je dis attention, arrêtez de ne pas aller voter. Quand le vote par Internet et le vote électronique sera institué sur toute la France, la démocratie est morte. Alors, dans votre livre, vous parlez d'une autre façon de truander, de truquer les élections, c'est d'acheter des voix. Et Oui, oui, oui. Le spécialiste de ça, c'est Monsieur Serge Dassault, paix à son âme, qui avait la fâcheuse habitude. Et d'ailleurs, on a fait des comptes sur Corbeil. Quand il a été élu maire après deux, trois tentatives, on s'est aperçu que chaque électeur lui avait coûté quelque chose comme 1 000 € par électeur. ouais, vous le connaissez bien en plus. Vous avez, Oui, oui, j'ai fréquenté ce brave monsieur qui, à qui j'ai réussi de prendre un petit peu d'argent quand je m'occupais de monter la banque de donneurs de moelle osseuse. Et j'avais d'ailleurs été très vexé. On a réussi avec Madame Boucher à lui prendre 10 millions d'anciens francs parce que la première fois qu'il nous avait donné un petit peu d'argent, c'était 287 francs, ce qui représentait un typage HLA. Donc je lui dis à toi, mon bonhomme, tu ne nous as pas assez donné, je vais te pister. Et on a réussi à lui prendre 10 millions d'anciens francs pour au bénéfice des enfants leucémiques agreffés. alors Serge Dassault a été définitivement condamné pour fraude électorale en 2022. Donc, Oui, oui, oui. Il y avait plein d'autres procès qui, malheureusement, n'aura pas. Il a aussi été mis en examen parce qu'il faisait des safaris dans des grandes propriétés en Belgique et en France. Il y a des rétrocommissions, il y a plein de procès qu'il a, normalement, il aurait dû avoir sur le dos, mais entre-temps, il a eu la chance de mourir, ce qui fait que la justice s'est éteinte. et un proche de Serge Dassault également a été mis en examen et condamné, qui est Jean-Pierre Bechter. Blécher, oui, c'est lui qui l'a remplacé à la mairie de Corbeil quand M. Dassault était totalement lui. D'ailleurs, c'était un faux problème, et là aussi, l'État devrait un peu plus vérifier derrière les inéligibilités, parce que M. Dassault n'était plus maire, mais il avait un bureau à la mairie de Corbeil, ce qui fait qu'en fin de compte, le vrai patron, c'était encore M. Serge Dassault, M. Blécher n'étant qu'un homme de paille. Et sur Bechter, vous écrivez que la justice a essayé de comprendre le transfert de fonds de 18 millions d'euros vers le Liban. Oui, Donc, oui, bah, s'il n'y avait que ça. Moi, j'ai le souvenir d'un habitant de Corbeil qui avait été sollicité, Monsieur Serge Dassault, pour avoir un peu des subsides contre le fait qu'il ramenait des électeurs de son quartier. Monsieur Serge Dassault, qui à l'époque commençait à confondre un petit peu les francs et les euros, lui avait fait un chèque de 500 000 euros. Je peux vous assurer que l'habitant a pris le jour d'après un billet d'avion pour le Mali ou pour le je ne sais plus quel pays
avec le chèque dans sa poche. Ouais, vous parlez également de Younes Bounouara, qui est condamné pour son rôle d'intermédiaire et qui a épurgé donc une condamnation pour une tentative d'assassinat liée à des achats de vote. Oui, oui, mais je les ai pas tous en tête, hein, ils sont dans mes livres, lisez-les, je vous les conseille. Mais oui, il y a eu sur le Dassault, on peut parler aussi d'un ancien collaborateur de monsieur Dassault, c'est-à-dire un habitant de quartier qu'il avait acheté, qu'il avait fait devenir maire adjoint ou élu sur la commune de Savrin et qui s'est fait mitrailler en sortant d'un conseil municipal. Quand il y a beaucoup d'argent en jeu, surtout dans les quartiers entre guillemets défavorisés ou aux mains de certains caïds, les coups de pistolet sont monnaie courante malheureusement. Et M. Ouais, vous parlez. Dassault distribuait tellement d'argent que chacun voulait une petite part du gâteau. Quel était son intérêt d'être maire donc, de Corbeil? Faire comprendre à son papa que lui aussi pouvait l'être. Et C'était pas l'intérêt une de son question, père? pour Monsieur Dassault, c'était pas une question de pouvoir comme certains, c'était une question de faire voir qu'il était aussi capable que son père, qui pendant un paquet d'années l'a un petit peu mis à l'écart de tout en le montrant du doigt. Donc Ouais, devenir maire pour lui, c'était un challenge par rapport à son père. ouais, qui était un grand monsieur Grand monsieur, je sais pas, mais maire de Corbeil, oui. Par contre, il avait une particularité, son père, c'est que lui, il payait carrément des piscines aux communes pour acheter leur voie. Alors, une Ce que autre je vous dis est affaire, factuel, hein. ouais, une autre affaire particulièrement saisissante, dont vous parlez d'ailleurs dès le premier livre, mais qui est déconcertante, qui est l'affaire concernant Sylvie Andrieux. Ah, Sylvie Andrieux, la brave Sylvie Andrieux. C'est députée, conseillère générale de Marseille, vice-présidente du conseil régional, etc., etc., qui avait détourné de l'argent de façon assez significative, puisqu'elle avait détourné de mémoire 740 000 euros sous forme de subvention à une multitude d'associations qu'elle avait créées elle-même, avec des associations fantômes, des associations d'achat de vote, justement. Bon, a fait que elle a été mise en procès avec 22 personnes, dont son mari, le fils d'un membre de son cabinet, enfin, etc., etc., avec toute une pléiade de gens autour d'elle, qu'elle a été condamnée en 2013 à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et surtout à un aménagement de peine avec un bracelet électronique. Et le plus marrant dans cette affaire-là, c'est que, en se remettant dans le contexte, c'est qu'elle a eu l'autorisation de se rendre à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous ce que je viens de dire, elle était à Marseille, hein, de se rendre à l'Assemblée générale avec son bracelet électronique. Comme quoi la justice, des fois, est très élastique sur les distances avec un bracelet électronique. Mais il faut, pour la petite histoire, il faut savoir qu'à cette époque, la majorité à l'Assemblée nationale était très ric-et-rac et des fois, souvent, parfois, et se jouait à une ou deux voix. Donc, comme Madame Andrieux-Pabette avait souvent la procuration d'un autre élu député, elle venait à l'Assemblée nationale avec deux voix. Et comme ces deux voix, des fois, pouvaient faire basculer la majorité dans un sens ou dans l'autre, la justice, entre guillemets, avait gentiment fermé les yeux sur ces déplacements du d'autre bout de la France pour qu'elle puisse voter à l'Assemblée nationale avec un bracelet électronique. Alors, ça a été la première femme politique française à porter un bracelet électronique. Il y en a eu un autre Et, depuis, hein, qui s'appelle Sarkozy. et j'ai lu récemment qu'en fait, elle l'a fait dans une villa qui en fait était un ancien cabanon et où elle aurait jamais dû en fait pouvoir construire. Donc en Oui, fait, oui, oui. Oui, c'est sûr. Ils ont aussi, il y a pas mal d'élus qui nous abreuvent de normes, etc., qui, eux, passent par-dessus quand il s'agit de construire leur propre maison. J'en aurais un paquet à vous citer, mais l'entretien serait un petit peu trop long sur les élus qui ne prennent même pas la peine de déposer des permis de construire quand eux estiment peuvent se construire un pavillon ou une piscine. un autre cas assez intéressant, alors là, c'est plus l'achat de voix, ce sont des cadeaux faits aux citoyens. Donc, c'est le cas de Henri Gibrayel, qui est député de 2007 à 2017. Oui, oui, les cadeaux, ils savent bien. Et lui, je crois, de mémoire, il payait même des voyages en mer aux retraités pour pouvoir avoir des électeurs. Mais vous savez, c'est pas le seul, hein. Vous prenez la mère je me rappelle, c'est Caldireno, c'est ça?
qui tous les ans achète à ses concitoyens soit des machines à café, soit faire des petits cadeaux. Et ça commence à être restreint de plus en plus. C'était une monnaie courante chez certains élus il y a encore quelques années. Et pas des petits cadeaux, des beaux cadeaux. Ça permet, dans les EHPAD, pour les retraités, de s'assurer des voix de façon facile et, et pas trop cher, puisque de toute manière, l'argent ne sort pas de leur poche. Ouais, on parle de 2400 personnes pour Gibrayel. Oui, 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 je sais pas. Et c'est le cas d'Île Reynaud, c'était des machines à café pour tous les retraités de la ville. Je ne sais pas combien de personnes, mais c'était sans doute pas loin d'un millier non plus. Et Gibrayel a également été condamné pour détournement de fonds publics pour avoir joué de l'argent de l'Assemblée nationale au casino. Oui, excusez-moi, ça me fait toujours rigoler. Bah oui, il a le droit, c'est pas son pognon, donc pourquoi il ne le ferait pas? Mais je crois que son fils aussi a été condamné dernièrement avec lui dans je ne sais plus quelle affaire. Parce que Ouais, ouais, tout à fait. Pour en violence général, contre. quand vous avez un bon exemple, les enfants suivent. Il a été condamné pour violence contre des militants LFI qui collaient des affiches. Ah oui, 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 je me rappelle, ils sont sortis, ils les ont tabassés. C'est-à-dire que c'est des gens-là c'est des gens qui sont très tolérants à condition que tout le monde soit d'accord avec eux. Alors, dans vos livres, vous parlez aussi de bourrage d'urnes, de faux soutiens sur les tracts, de Ouais, propagande. ouais. Il y en a un paquet de ce genre de choses. C'est des méthodes, entre guillemets, pseudo-mafieuses pour gagner des élections. Je les ai vécues, moi, pendant 25 ans, où j'ai tout vu. J'ai même vu des gens qui faisaient des faux tracts Front National, des faux tracts PS, histoire de faire perdre des voix aux candidats adverses. De À faux, l'époque, on disait que c'était de bonne guerre. des faux comptages au moment du dépouillement aussi. Ça, c'est plus compliqué. Mais je n'ai pas trop d'exemples là-dessus parce que il faut savoir quand même que les élections françaises, vous avez le candidat B, le candidat C qui sont là à scruter les bulletins. Donc les faux comptages, ça peut se faire, ça a pu se faire, mais ça devient de plus en plus difficile. Je le répète, l'élection aujourd'hui telle qu'elle est faite en France avec des bulletins de vote, c'est pas la meilleure élection, mais c'est pas la plus mauvaise. Alors, vous faites plusieurs constats dans vos livres, et en particulier concernant ce truandage des élections. Vous dites, le problème en France, c'est qu'on peut se faire élire avec 10% des voix, et Hmm. donc ça leur renforce le clientélisme et le truandage des élections. Bah, c'est simple à comprendre, hein. Je vous explique. Si vous êtes élu avec 10% des voix, entre guillemets, donc un électeur sur 10. C'est beaucoup plus facile quand vous truandez une élection d'être élu, puisque, je vais dire une bêtise, vous êtes élu avec deux électeurs sur 10, vous truandez sur un électeur, vous avez donc plus que 50, un autre électeur à trouver. Quand vous avez 9 électeurs sur 10 qui votent, si vous arrivez à truander sur un électeur, il en reste 8 qui ont voté. Donc le fait de ne pas voter favorise le fait que les truands sont élus de plus en plus facilement. Parce qu'il suffit d'une petite virgule pour être élu, quand vous êtes élu avec 10% des voix. Et il y en a qui savent très bien l'utiliser, cette petite virgule. Du côté de la Corse, du côté de Marseille, dans le Var, il y a plein de gens qui savent encore faire du clientélisme à outrance pour influencer les élections. Et comme je l'ai dit, quand vous avez que un ou deux électeurs qui vont voter, si vous faites du clientisme à outrance, comme a fait Gibrayel, comme fait Sicaldil Reynaud, c'est très facile d'être élu à vie. Et donc l'abstention, ce que vous dites, donc arrange tous les élus. Ah ben, l'abstention arrange les élus. Et ils font tous semblant de dire, entre guillemets, de dire qu'il faut aller voter, mais ils sont très contents quand il y a beaucoup d'abstention, parce que plus il y a d'abstention, plus c'est facile d'être élu. Et vous dites aussi, il y a un autre truc qui est quand même effarant, c'est qu'on continue à élire des élus condamnés. Ah bah Donc, oui, moi, ça me rend fou. Rappelez-vous, quand j'ai sorti mon premier bouquin avec Graciela Rioux en 2014-2013, il y avait 250 élus qu'on avait pointés, qui avaient mis les doigts. Non, il y avait 400 élus qu'on avait pointés, qui avaient mis les doigts dans la confiture. Je m'étais dit naïvement, en 2014, ces élus-là ne vont pas être élus. Je suis tombé sur les fesses quand je me suis aperçu qu'il y a 250 élus sur 400 qui ont été réélus au premier tour. Je suis encore fou aujourd'hui de voir des gens qui sont multi-condamnés, multi-mouillés dans plein d'affaires, qui sont réélus, entre guillemets, haut la main. Quand je vois aujourd'hui, il y a une ministre de la Culture, ex-ministre garde des Sceaux, qui a des casseroles qui ressemblent à une batterie de cuisine, qui a des casseroles aux fesses qui ressemblent à une batterie de cuisine,
qui a truandé, entre guillemets, avec de l'argent, qui s'est fait payer, qui a des accointances avec certains pays, entre guillemets, à l'odeur sulfureuse. Cette nana-là vient d'être investie pour avoir la mairie de Paris, et cette nana-là a réussi à ce qu'on change pour elle la façon de voter sur Paris, Lyon et Marseille. Donc, qui est con? La- 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 Pour moi, c'est l'électeur. Quel a été le changement qui a été Eh ben effectué? maintenant, Paris, Lyon et Marseille vont avoir un maire élu au suffrage universel Ouais, d'accord. Et pas par arrondissement. C'est ça, c'est. et pas par arrondissement. Ce qui arrange fortement Madame la ministre de la Culture. Et elle a fait le forcing. Et les autres élus ont suivi. Il y a également tout ce qui concerne la propagande électorale. Il y a le cas de Brigitte Barège, qui est maire de Montauban. Oui, oui, Brigitte Barège, qui n'est plus élue d'ailleurs maintenant, puisqu'elle a été déclarée inéligible, la justice l'a enfin rattrapée, en juillet 2025. Vous voyez, c'est pas vieux. Donc Brigitte Barège a été maire de Montauban et elle a été poursuivie parce qu'elle avait publié un journal municipal pour sa propagande électorale. Elle avait été aussi également poursuivie pour détournement de fonds via un emploi fictif qu'elle avait donné à quelqu'un très proche d'elle-même. Elle avait été condamnée en décembre de mémoire 2021 à une inéligibilité en tant que maire, conseillère départementale et tous les petits mandats qu'elle avait, et une amende. D'ailleurs, c'est très amusant parce qu'elle était en même temps députée, et il faut savoir, et notez-le bien parce que c'est important, c'est que vous pouvez être déclaré inéligible comme maire ou conseiller départemental, mais si vous êtes député, même si on vous êtes déclaré inéligible de façon provisoire et exécutive immédiatement, ça ne marche pas quand vous êtes député. Donc, en tant que maire, déclaré inéligible, c'est tout de suite. En tant que député, en première instance, déclaré inéligible avec exécution provisoire, ça ne marche pas, il faut attendre la cassation. Donc, elle a été condamnée en décembre 2021, inéligible en tant que maire et conseillère départementale, mais elle avait quand même gardé son mandat de députée. Et un an après, elle a été relaxée, elle a retrouvé son mandat. Elle a été réélue députée en 2024. Et comme elle avait aussi fait des grosses erreurs sur ses comptes de campagne, elle a été déclarée inéligible en juillet 2025. Je crois qu'aujourd'hui, ça devrait clore sa carrière politique. Mais comme c'est des gens qui sont têtus, je pense qu'on risque quand même de la revoir incessamment sous peu, parce que quand on a goûté à la fonction d'élu, malheureusement, on a du mal à s'en passer. Tous, hein, d'ailleurs, j'ai l'impression que ce soit Ah Sylvie bah tous, je peux vous Anguigno. citer aujourd'hui Monsieur Carignon, qui a été condamné, mis en prison, etc., etc., qui aujourd'hui est quand même conseiller municipal à Grenoble et qui là est en train de monter une liste pour se préparer à être réélu, entre guillemets, si possible comme maire en mars 2026. Et malheureusement, il y a des CO, voilà, d'électeurs qui vont revoter pour lui. Comment aujourd'hui un électeur, alors que les gens en ont marre de la politique, en ont marre des élus pourris, revote pour des élus multicondamnés? Et bien aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Donc il y a un non-sens dans la façon dont réfléchissent les Français. Je veux bien des élus propres, mais le mien, à la limite, je ferme les yeux. Ce qui s'est fait pour plein d'élus. On peut parler d'une élue dont j'ai déjà parlé dans un poste qui s'appelle Madame Bozy. Je ne sais pas si vous vous rappelez, cette élue corse qui avait deux bars à putes avec des prostituées maghrébines à qui elle supprimait la carte d'identité. Quand elle a été condamnée, elle a quand même été réélue au coup d'après à 75%. 75% des électeurs, alors que c'était une proxénète. Qui est con? Je dirais c'était en Corse. Là où ça devient moins amusant, c'est que donc, quand elle a été malmenée, avant de se faire assassiner, la pauvre s'est fait assassiner quand même en descendant de voiture de 8 balles dans le thorax peu après. Elle avait donné le, le flambeau à sa fille Valérie Bozy, qui aussi a été élue et qui, bizarrement, vient d'être elle aussi condamnée à une inéligibilité en juin 2025, après l'avoir déjà été en 2024, euh, jugement cassé en cassation, et rebelote en appel, elle est condamnée, sa fille est condamnée à une inéligibilité. Il faut savoir que dans cette famille, on était très très près des bandes qu'on appelait ça des bandes de mafieux, entre guillemets, corses, qui sévissaient et qui sévissent toujours dans ce pays. La brise de mer.
c'est ça? Oui, la brise de mer et le petit bar, il y a un truc qui s'appelait le petit bar. Hmm. Donc, c'est des gens qui tournaient autour de Jean Colonna, des gens qui étaient contre Colonna, etc., etc. Ok. D'ailleurs, dans cette famille, il y en a pas mal qui sont en prison et il y en a pas mal qui ont été tués. Mais les gens en votent pour eux. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Vous voulez des élus propres ou vous voulez des élus. Moi, je ne comprends pas que M. Woerth et quelques autres sont encore constamment réélus. Je vous remercie, Philippe Pasco. Je rappelle que vous êtes l'auteur, entre autres, du livre Pierre d'État, encore et encore, aux éditions Max Milo.